ensemble aujourd'hui et bien sûr avec de nouveaux invités, de nouvelles thématiques. Hier, je vous l'avais déjà annoncé qu'on allait parler de la situation des accidents de la route. Malheureusement, vous le savez, en été, ça augmente et c'est le cas en ce moment. Et surtout qu'on voulait en parler aujourd'hui parce qu'aujourd'hui a commencé la campagne de sécurité routière de la saison estivale. Ça s'est déroulé tout à l'heure, ce matin, donc au niveau de Sidi El Kbir, si je ne dis pas de bêtises, côté nord. C'est un travail de collaboration entre la délégation nationale de la sécurité routière et Naftal. Et puis bien sûr, on a la chance d'avoir le directeur de la délégation nationale de la sécurité routière qui a fait le déplacement direct de Sidi El Kbir pour nous rejoindre donc au studio de Canal Algérie pour nous parler donc de cette journée importante qui va finalement tout dire sur ce qui va se passer pendant l'été. Et il faut qu'on en parle, il faut qu'on sensibilise exactement sur la sécurité routière. Et il est avec nous justement, c'est monsieur Ahmed Naït El Houssine et on commencera le plateau avec lui. Tout à l'heure en deuxième partie, on retrouvera Hicham Daoud dans sa chronique El Marsam et on reviendra sur les festivités du 5 juillet, vous le savez, le 62e anniversaire de l'indépendance. Ce sera aussi la fête de la jeunesse. On parlera des différentes activités qui sont organisées, notamment du côté de la Casbah, avec notre invitée qui sera présente tout à l'heure avec nous. Mais on commence tout de suite donc l'émission par parler de l'une des actualités du moment. Elle est assez triste quand on parle des accidents de la route. Vous le savez, pendant l'été, on sensibilise au maximum. Et qui de mieux que monsieur Ahmed Naït El Houssine pour pouvoir nous en parler. Je rappelle qu'il est directeur de la délégation nationale de la sécurité routière. Bonjour monsieur Naït El Houssine. Bonjour et je vous remercie pour l'invitation. Merci d'avoir fait le déplacement parce que vous avez eu une journée quand même très chargée. J'imagine que vous êtes réveillé tôt le matin pour pouvoir aller à Sidi El Kbir. Voilà, aujourd'hui, c'était la cérémonie de lancement de la campagne pour les grands départs en vacances. C'est une campagne qui a été retenue dans le plan d'action de la délégation nationale de la sécurité routière, puisqu'on a constaté au niveau des statistiques qu'il y a une explosion de la sinistralité durant cette période. Oui. Une explosion de la sinistralité parce qu'il y a une très forte mobilité. C'est les wilayas côtières pour lesquelles convergent l'ensemble des citoyens des différentes wilayas. Et les citoyens préfèrent circuler de nuit durant cette période pour des raisons évidentes. Voilà, de conditions climatiques. Ils préfèrent effectuer ces déplacements de nuit. Et là, ça s'accompagne généralement par des accidents mortels de la circulation routière. À titre indicatif, pendant la saison estivale 2023, les décès déplorés au cours de cette période, c'est-à-dire du mois de juin au mois de juillet, au mois d'août, c'est-à-dire ils représentent près de 30% des décès enregistrés annuellement. Wow. Et aussi, c'est presque 30% également des accidents corporels comptabilisés durant l'année. De là, c'est-à-dire il fallait impérativement multiplier les efforts de prévention, les efforts de sensibilisation avec l'ensemble des partenaires. Bon, cette année, on l'a fait avec, c'est-à-dire un partenariat actif de l'entreprise Naftal, qui s'est véritablement engagé dans le montage et l'exécution de cette opération de sécurité routière. Pourquoi Naftal? Parce qu'elle dispose d'un réseau d'aires de service, de stations de service, etc. Et c'est l'endroit idéal pour faire passer les messages de sensibilisation. Lorsque les usagers rentrent dans une aire de service, ils ont le temps pour mettre de l'essence, pour prendre un café, Là, c'est-à-dire on se rapproche de ces usagers pour faire passer nos messages de sensibilisation. D'accord, donc on va aller tout doucement. On a pu voir déjà défiler quelques photos, on va encore les revoir sur ce qui s'est passé ce matin. Donc tout de suite, il y a eu des photos et tout de suite, on s'est permis de se servir pour pouvoir vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. Donc on vous voit là signer, c'est quoi, signature d'un partenariat? Voilà, justement, c'est la convention de partenariat qu'on a établie avec l'entreprise Naftal. Du côté Naftal, c'est une participation et aussi un apport logistique, notamment pour l'impression des supports didactiques, etc. Et aussi
l'exploitation des aires de service, etc., pour les actions de sensibilisation. Et nous, en tant que délégation, on va également apporter notre expertise pour l'entreprise Naftal, pour la formation des agents Naftal, notamment les chauffeurs professionnels qui sont affectés aux missions de transport de carburant. On a vu la dernière fois, on a comptabilisé un accident d'un camion-citerne. C'était une véritable hécatombe. Ah oui, ça c'était catastrophe. C'est du gagnant-gagnant dans le cadre de cette convention, et aussi la sécurité routière en entreprise est un axe aussi inclus dans la stratégie de la délégation à la sécurité routière. D'accord, mais quand vous dites que la campagne a commencé aujourd'hui, est-ce que le travail avec Naftal va durer tout au long de l'été? Donc ça va être pendant toute la saison estivale? Il va durer tout au long de l'été, il va durer tout au long de l'année. Parce que ce n'est pas uniquement la campagne de la saison estivale. Vous faites bien de le dire. Moi, je pensais que c'était la campagne de la saison estivale. Non, c'est une convention de on voit par exemple Salima Swakri, elle était avec vous aussi? Oui. Ouais, elle est venue. C'est-à-dire, on s'appuyait aussi sur les influenceurs, sur des personnalités qui peuvent véhiculer les messages, qui ont une forte audience, c'est-à-dire des personnalités nationales, etc., sur lesquelles on peut s'appuyer pour faire passer nos messages. Très bien, d'accord. Donc, vous disiez que ça va durer tout au long de l'année. Donc, ça va durer tout au long de l'année. C'est un partenariat d'une année. Pour le moment. De 3 années. De 3 années, oui. D'accord. Très bien. Et au niveau des aires, je sens qu'il y a peut-être des téléspectateurs qui se posent la question, donc des aires de repos, comme vous le dites, de Naftal. Donc il y aura des personnes qui vont aller discuter avec les usagers, avec les conducteurs. Comment ça va se passer? Bien évidemment. Ils seront sur toutes les stations? C'est justement, c'est dans le cadre de cette convention. Il y a les préposés c'est-à-dire au niveau des stations qui vont faire passer les messages, faire circuler les messages, parce que le message de sécurité routière, il est en fait très simple, parce que l'accident, généralement, c'est l'excès de vitesse, surtout parce qu'on a choisi les aires de service implantées sur l'autoroute Est-Ouest. Oui, c'est les plus fréquentées. Voilà, les plus fréquentées, et surtout au niveau des axes fortement accidentogènes. Oui. Là, il y a également les délégations de wilaya à la sécurité routière. On a des représentations au niveau des wilayas. Qui font leur travail aussi. Voilà, qui font leur travail et qui vont justement exploiter ces aires de service pour ce travail de sensibilisation. D'accord, donc ça ne va pas s'arrêter, j'imagine. Ça ne va pas s'arrêter. Et aussi, on aimerait aussi, c'est-à-dire mettre en exergue que c'est pas une campagne du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales, c'est c'est-à-dire une action transversale qui a impliqué de nombreux partenaires, c'est-à-dire les services de sécurité, également la radio nationale que je salue, puisqu'elle a fait un excellent travail pour la réalisation de spots audio. Voilà. Il y a eu également la mise à contribution de professeurs en traumatologie, etc., qu'on a filmé, qu'on va diffuser à travers les différentes chaînes de télévision. Donc des spécialistes qui parlent. Des spécialistes, voilà, au niveau des urgences, le professeur Kara, pour ne pas le citer, au niveau de l'hôpital Mustapha, etc., il sait de quoi il parle par rapport aux accidents de la circulation, et c'est-à-dire qu'il apporte un témoignage, et un témoignage poignant. C'est-à-dire ces capsules vont être diffusées aussi sur les chaînes de télévision, et on espère, c'est-à-dire modifier un petit peu les comportements et inverser un petit peu la tendance. Très bien, donc là on a vu pas mal de photos aussi être diffusées. Il faut dire, M. Naït El-Hussein, que la délégation ne s'arrête pas, parce que là on parle de du début de la campagne estivale de sécurité routière, mais auparavant vous étiez donc à Blida, vous étiez à Ghardaya, tout au long de l'année. Il y a aussi les 2 roues, vous étiez très impliqué aussi avec cette rencontre par rapport aux 2 roues, donc ça travaille. Ça travaille, bon, il y a des... Mais est-ce que ça arrive ? Parce que vous travaillez au niveau de la délégation, en partenariat avec la protection civile, aussi avec la gendarmerie, la DGSN. Et pourtant, on voit qu'il y a encore et encore des accidents. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Justement, c'est-à-dire il ne faut pas s'arrêter.
Il ne faut pas s'arrêter, il faut qu'il y ait un matraquage, il faut qu'il y ait aussi créer une dynamique, notamment auprès de la société civile. Nos déplacements au niveau des wilayas, comme à Gardaya et à Blida, etc., c'est de motiver et c'est d'impliquer le mouvement associatif, les groupes de motards, etc., pour véhiculer justement les messages de sensibilisation et qu'ils se sentent aussi partenaires de la délégation nationale à la sécurité routière. En plus, votre porte est ouverte, hein, vous l'avez toujours dit, ma porte est ouverte à tous ceux et celles qui ont des idées, qui veulent proposer quelque chose pour le bien de la sécurité routière. Au niveau de la délégation, je suis là justement pour accueillir les gens et pour, c'est-à-dire discuter et c'est-à-dire exploiter les idées des différents partenaires, etc., pour aller vers de l'action, pour aller vers des aspects opérationnels qui peuvent modifier un petit peu la situation et qui peuvent faire évoluer la situation, c'est-à-dire de manière positive. Voilà, parce que quand on voit des images comme celles qu'on a diffusées là à l'instant, elles sont juste horribles. Voilà, encore des accidents de la route et ça n'en finit pas. Donc il faut que ça s'arrête. Et en été, on le sait, vous le savez, je le sais, plusieurs personnes le savent, il y a une augmentation des accidents de la route parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur Naïk El-Houssine, les routes sont beaucoup plus fréquentées, surtout au niveau de la côte, donc des villes côtières. Ces gens-là, qu'est-ce qu'il faut leur dire encore une fois, vous qui êtes sur le terrain, vous êtes en plein dedans, si vous avez un message à leur faire passer, c'est quoi? Respecter le code de la route, d'accord. C'est-à-dire la première chose c'est-à-dire sur laquelle je dois insister, c'est qu'un accident n'arrive pas qu'aux autres. Oui, ça c'est clair. Voilà. Et il arrive très rapidement. On n'a pas le temps de réagir. Très rapidement. Et la première cause de ces accidents, c'est l'excès de vitesse. Oui. Il est donné pour être à l'origine de plus de 20% des causes d'accidents. Alors, le meilleur conseil, c'est de réduire la vitesse. En réduisant la vitesse, on peut éviter pas mal de choses. Voilà. C'est-à-dire même s'il y a un impact, il ne sera pas aussi dramatique que lorsqu'on est à 120, 130 km à l'heure. Et je précise aussi que cette partie sensibilisation, prévention, etc. n'est qu'une infime partie des activités de la délégation. Oui. Parce que parallèlement à ça, il y a des projets qui sont lancés dans le cadre de la refonte du système de formation, etc. Et on va bientôt arriver aussi au système de sanctions avec le système du permis à points, etc. Tout ça va irrémédiablement changer les comportements. Il va y avoir une amélioration des indicateurs, j'en suis persuadé. Donc il y a un travail de fond qui est en train de se faire. Il y a un travail de fond qui est en train de se faire et il portera ses fruits dans un avenir très proche, Inch'Allah. Par rapport au permis, je ne parle pas du permis à points, je parle du permis. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce qu'on a lu dernièrement moi, je l'ai lu sur les réseaux sociaux. La nouvelle façon de passer aujourd'hui son permis va changer. Oui. Ça va être informatisé. Qu'est-ce qui va se passer exactement? C'est un système d'information. C'est dans le cadre aussi d'un partenariat avec le CERIST, qui n'est plus à présenter. C'est un centre de recherche qui est le premier provider d'Internet en Algérie, c'est le CERIST. Et ils ont un plateau pour le développement de logiciels. On va automatiser toute la chaîne, c'est-à-dire on va numériser du dépôt du dossier du candidat au niveau de l'école de l'auto-école jusqu'à l'examen théorique du permis de conduire. Et lorsqu'on arrive à l'examen théorique du permis de conduire, il ne va plus y avoir d'intervention humaine dans le déroulement de l'examen. Ça sera un système multimédia. Au niveau de la délégation, on a déjà préparé plus de 1000 questions illustrées avec des QCM et ça sera un système automatisé, c'est-à-dire que voilà, le candidat il va se présenter au niveau du centre d'examen qui relève de la délégation nationale à la sécurité routière, il va passer son examen face à un micro. Il y a l'image, etc. pour le choix. Il y a aussi de l'audio pour les gens qui n'arrivent pas à écrire et à lire, c'est-à-dire pour comprendre les questions. Les questions. Donc là, on parle du code de la route. Du code de la route, l'épreuve théorique. Et le résultat,
il est automatiquement délivré par le logiciel, c'est lui qui calcule les bonnes réponses, etc. Il va y avoir une notification qui va être transmise au candidat, c'est-à-dire sur son smartphone, sur son email, etc. On va lui notifier le résultat. Ni intervention, ni rien Ni du intervention, ni passe-droit, ni complaisance dans cet examen. Il va y avoir une plus grande rigueur et en plus, l'examen, il va toucher à l'ensemble des axes du programme national. Parce que le programme national de formation, qui a été récemment promulgué et signé par Monsieur le ministre de l'Intérieur, on l'a enrichi avec de nouvelles matières de secourisme, la conduite défensive et écologique, etc. Tout ça a été intégré dans le programme. Et les questions vont toucher à l'ensemble de ce programme et ce sera des questions aléatoires. C'est-à-dire que le candidat qui est là face à son micro, il y a son collègue ou son ami qui est juste à côté. Ils vont avoir un questionnaire différent. D'accord. Voilà. Ah, ça c'est bien. Voilà, c'est-à-dire. Alors c'est pas les mêmes questions. Donc ils peuvent pas tricher. C'est incroyable. Il n'y a pas de triche. De manière aléatoire et les résultats, c'est les logiciels qui calculent. L'objectif derrière ça, c'est d'élever le niveau de formation. Oui. Parce que même les résultats, c'est-à-dire même pour les citoyens, ils peuvent consulter le taux de réussite au niveau des auto-écoles. D'accord. Ça sera une concurrence loyale. Basée sur les résultats. Voilà, et puis on aura de bons conducteurs surtout. Voilà. Alors, celui qui va réussir, ça veut dire que vraiment il a bien appris et compris son code de la route. Et pour la partie pratique, voilà. Elle n'est pas occultée, puisqu'il va y avoir, justement, on a entamé les discussions avec le CDTA, le Centre de recherche technologie avancée de Bab Hassan, pour justement mettre en place un système pour avec surveillance caméra, etc., pour les épreuves pratiques du code de la route. On aura une séance le mercredi prochain pour discuter de l'ensemble de ces aspects avec bien sûr les professionnels, avec les syndicats d'auto-école, des moniteurs d'auto-école, etc. D'accord. Et ça devrait être fait selon vous quand est-ce que ça sera prêt? Avec le CERIST, dans le cadre de la convention qui a été établie avec le CERIST, ça sera à la fin décembre. On va choisir bien évidemment au départ, on va choisir des wilayas pilotes. Au niveau desquels on va déployer ce système pour le peaufiner, etc., pour qu'il n'y ait pas de bug ni rien du tout, c'est-à-dire pour qu'il soit opérationnel à 100%. Et là, on va procéder à la généralisation sur l'ensemble des wilayas. Pour ce qui est de l'épreuve pratique, les discussions sont entamées avec le CDTA et on va voir, c'est-à-dire la période de réalisation de cet équipement. Et on va commencer également à généraliser. Très bien, merci de nous donner cette information. Vous l'avez donnée nulle part, celle-là? Non, pas encore. On va dire que c'est une exclusivité. Voilà. C'est bien, parce qu'il y a des gens qui s'intéressent et surtout qui s'interrogent surtout sur le futur permis conduire. J'aimerais revenir, parce que vous avez parlé tout à l'heure, M. Naït El-Houssine, on est en pleine saison estivale, vous avez axé bien sûr sur cette convention que vous avez signée de partenariat avec Naftal. Et les plages et la côte, c'est-à-dire les plages, on sait que les plages vont être très très fréquentées, la côte algérienne, partout, toute l'Algérie. Comment aller toucher justement ces jeunes et ces personnes qui sont au niveau des complexes, des plages et qui vont prendre la route pour rentrer chez eux et qui ne vont pas forcément passer par Naftal? Donc comment toucher cette autre catégorie dans laquelle il y aura beaucoup de monde? Une bonne question. C'est-à-dire lorsqu'on revient un petit peu à l'organisation de la délégation. Au niveau de la délégation nationale à la sécurité routière, il y a un comité intersectoriel qui regroupe l'ensemble des partenaires. Cette action, c'est-à-dire la campagne de prévention routière pour les grands départs en vacances, a été inscrite dans le plan d'action de la DNSR qui a été validé par l'ensemble des partenaires, c'est-à-dire par les services de gendarmerie, de la Sûreté nationale, etc. Et maintenant, on constate
que les services de police, de gendarmerie, etc., sont en train de mener des campagnes aussi de sensibilisation dans le cadre de ces grands départs en vacances. C'est-à-dire que tout le monde sera touché, que ce soit au niveau des zones rurales, c'est-à-dire les barrages routiers de la gendarmerie nationale, ou au niveau des centres urbains, etc., où il y a la présence de la Sûreté nationale. C'est une campagne qui va toucher l'ensemble des usagers et l'ensemble des citoyens. D'accord. Alors, aujourd'hui, il y a eu un événement, et pas des moindres. Le prochain événement, ça va être quand et où ? Le prochain, ce sera des campagnes ciblées au niveau des différentes wilayas pendant cette saison estivale. On rappelle que la délégation est présente partout, hein, dans les 58 wilayas. Dans les 58 wilayas, c'est-à-dire on va toucher de nombreuses wilayas et on va continuer toujours notre action pour les deux roues parce que ça constitue vraiment un phénomène émergent qui se traduit par une tragédie. Les deux roues, c'est 3% du parc automobile. Oui, c'est 20% de l'accidentalité. Et lorsqu'il y a un accident de moto, c'est la mort certaine sur le lieu de l'accident ou bien c'est un fort handicap. À l'issue, c'est pour les gens qui sont épargnés. Mais monsieur Naït Houssine, j'ai eu l'occasion de recevoir plusieurs motards, pas ici en radio, qui parlent souvent du même problème. Alors, je ne sais pas si on peut qualifier ça comme un problème, vous allez me répondre. Ils disent que les moto-écoles n'existent pas. En fait, on a son permis de moto au niveau des auto-écoles. Donc, eux, ils demanderaient à ce qu'il y ait beaucoup plus, qu'il y ait carrément des moto-écoles avec des circuits, même pour aller passer sa conduite, et son créneau au niveau de ces circuits, mais en moto-école, que ce soit spécialisé. Justement, c'est une lacune qu'on devra combler au niveau du code de la route. Parce que excusez-moi, avant de vous laisser terminer, parce qu'on remarque, vous l'avez vous-même dit, il y a de plus en plus de motos. On voit de plus en plus de gens aller travailler en moto, utiliser les scooters, donc il y en a de plus en plus. C'est une lacune qu'on devra combler au niveau du code de la route, parce que, c'est-à-dire les moins de 125 cm3 sont concernés uniquement par la partie théorique du code de la route. Ils ne sont pas concernés par la partie pratique. Et là, on devra systématiser l'examen pratique pour les moins 125 cm3. Et aussi, il y a, dans le cadre de ces campagnes, etc., il va y avoir aussi, comme la wilaya de Blida, on était samedi au niveau de la wilaya de Blida. Où il y a beaucoup de motards d'ailleurs. Voilà, il y a énormément de motards au niveau de la wilaya de Blida, à l'instar de la wilaya de Gardaya aussi. Vous me l'avez, je ne savais pas, c'est vous qui me l'avez dit. Ah non, c'est le... Gardaya, il y a beaucoup de motos. Beaucoup de motos, et c'est un moyen de locomotion, c'est-à-dire presque familial. Au quotidien, on l'utilise. Et là, justement, c'est-à-dire lors de la venue de M. Louali de la wilaya de Blida, il nous a fait une promesse d'inscrire les 3 circuits au niveau de la wilaya de Blida. Ah, c'est bien, ça c'est déjà un acquis. Voilà. C'est sur insistance, bien sûr, des groupes de motards, etc. C'est la raison pour laquelle ces actions de proximité, c'est-à-dire de mettre en contact les groupes de motards avec les autorités, etc., c'est justement... Ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes, et c'est-à-dire de pouvoir transmettre les doléances de ces groupes, etc. Et c'est comme ça qu'on crée une dynamique, et c'est comme ça qu'on obtient des résultats. Voilà. Même chose on pourrait parler de la même chose par rapport aux conducteurs. Aujourd'hui, si on prend la catégorie la plus touchée, c'est les jeunes. Ça, on le sait, entre 18 et 29 ans. Et 29 ans, c'est la catégorie la plus touchée. C'est la catégorie qui fait le plus de vitesse. On ne va pas dire que c'est normal, mais pour eux, c'est normal. Ils veulent de l'adrénaline, surtout ceux qui viennent de passer leur permis, ils veulent essayer la vitesse, etc. Et ils disent aussi qu'on aimerait avoir des circuits, plus de circuits qui sont homologués, bien sûr, des circuits dans les normes de sécurité, pour pouvoir aller faire sortir cette adrénaline et ensuite bien nous comporter sur la route. Donc, qu'est-ce que vous pourriez dire aussi sur ça ? Justement, il faudrait qu'il y ait aussi plus de circuits. C'est une demande légitime, c'est-à-dire parce que le sport mécanique, il est très répandu, c'est-à-dire il faut lui offrir
les infrastructures nécessaires. Au niveau des wilayas. Un jeune qui a envie de se défouler, un jeune qui a envie de faire un peu de vitesse, de faire des acrobaties, etc. On doit lui offrir cet espace pour qu'il ne le fasse pas sur la voie publique. C'est-à-dire, c'est justement, on essaye de véhiculer ce message et on va très bientôt saisir, mesdames et messieurs les wadis, pour justement réserver des circuits, notamment pour c'est-à-dire les usagers de moto. Voilà, moto, mais aussi les deux roues. Hein. Les deux roues aussi, ils en ont besoin. Pour qu'il y ait peut-être moins de dégâts. Parce que ça, plus ça, et bien à la fin, je pense que... J'espère, Inch'Allah, on aura de meilleurs résultats. Mais est-ce que, déjà, vous avez des chiffres? Vous ne nous avez pas donné trop de chiffres, Monsieur Naït El-Hossein, mais est-ce que vous avez des chiffres, par exemple, pour le début de cette saison estivale, en comparaison déjà avec l'année dernière? Est-ce que les accidents sont en augmentation ou en baisse? C'est-à-dire pour les 4 premiers mois de l'année 2024, il y a eu une augmentation de près de 8% pour le nombre d'accidents et de 5% pour celui des décès. C'est la raison pour laquelle on invite et on sollicite l'ensemble des partenaires à intensifier les efforts pour réduire cette facture tragique de l'insécurité routière et aussi, c'est-à-dire de nous adresser aux citoyens pour se conformer aux règles de la circulation routière. Parce que c'est-à-dire l'analyse du bilan statistique fait ressortir une fois de plus. Il y a des gens, c'est-à-dire qui mettent en doute ces données statistiques. C'est 95% le facteur humain qui est impliqué dans la survenance des accidents. D'accord. Et vous savez qu'il y a bientôt la Coupe, c'est vendredi, le 5 juillet, la finale de la Coupe d'Algérie. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir le sport avec la sécurité? Vous voyez venir. On en avait parlé déjà il y a quelques années, M. Naït El-Hossein, et je vous disais que le sport aussi peut être un moyen de pouvoir véhiculer des messages de sensibilisation. Spécialement au niveau des stades aussi, qui sont très très fréquentés, surtout quand il y a des derbys, quand il y a des grands matchs, quand il y a par exemple une finale de Coupe d'Algérie. Pourquoi ne pas utiliser par exemple des moyens de sensibilisation pour ces jeunes qui, après le match, vont prendre la route, vont aller défiler, vont peut-être faire n'importe quoi aussi. Par exemple, je ne sais pas, pendant la mi-temps, diffuser comme ça des spots. Vous parliez de spots tout à l'heure. Ce serait bien aussi de le faire au niveau comme ça des endroits très fréquentés, comme les stades où, on va dire, peut-être 80% sont des jeunes. Oui. Justement, c'est-à-dire j'avais pris contact avec des responsables de la Fédération algérienne de football pour faire véhiculer des messages de sensibilisation à travers des joueurs connus, etc., aimés par les jeunes, ça etc. Aussi, c'est un très très bon moyen. Pour faire passer des messages de sensibilisation et pourquoi pas d'exploiter un petit peu les infrastructures sportives, etc., pour également faire passer des messages de sensibilisation. C'est un aspect qui est retenu dans le programme et dans le plan d'action de la délégation. On va choisir le bon moment parce que généralement on aime cibler un petit peu les joueurs de l'équipe nationale, etc. Pour le prochain regroupement, etc. On va essayer de faire des capsules avec des joueurs, c'est-à-dire qui ont une influence sur les jeunes, etc. pour pouvoir passer ces messages de prévention et de sensibilisation. Oui, mais pas uniquement. Moi, je pense que pas uniquement avec des jeunes. J'insiste sur, par exemple, des matchs. Vous allez me dire oui, peut-être, mais je pense que ça pourrait marcher parce que, surtout quand vous savez que le stade est plein, que c'est un match qui va attirer beaucoup de personnes et notamment des conducteurs. Donc, pourquoi pas, pendant le match, ils ont les écrans géants, diffuser des spots comme ça. Enfin, pendant le match, pendant la mi-temps. On l'a déjà fait, ça fait du temps du Centre national de prévention de sécurité routière. C'était lors de la finale de la Coupe d'Algérie, etc. C'était aussi une campagne
campagne pour les motocycles, Oui. c'est-à-dire avec l'œuf, avec le casque, etc., qui a été aussi mis en avant au niveau du stade Ouais. du 5 Du juillet, 5 etc. juillet, Oui. d'accord. Bah, je pense que vous On allez doit continuer. reproduire. Oui, mais de toute ouais. façon, vous allez me dire, on a tellement de choses à faire et, Ouais. alhamdoulilah, depuis votre retour à la délégation, ça bouge bien. C'est-à-dire que vous êtes partout, vous êtes un homme de terrain. Ça, je le constate parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Donc, vous êtes un responsable qui sort sur le terrain, qui s'implique, qui implique les jeunes, qui implique les motards. Donc, déjà, bravo pour ce que vous faites et j'espère que ça va continuer. Inch'Allah, Hein? Inch'Allah. Vous voulez Inch'Allah. rajouter quelque chose avant de partir, Monsieur Nekl Hossein? Bon, c'est-à-dire de répéter, de réitérer toujours les messages de sensibilisation, c'est-à-dire notamment pour l'excès de vitesse. Oui. Pour l'excès de vitesse, il faut, surtout pendant cette période, il vaut mieux prendre son temps et arriver à bon port et dans de bonnes conditions. Et justement, vous me faites rappeler quelque chose. Merci d'avoir parlé de ça parce que j'allais l'oublier. Au début de l'émission, vous me disiez qu'il y a beaucoup de personnes pendant l'été qui prennent la route pendant la nuit Oui. pour éviter les embouteillages, pour éviter la circulation. Les conditions climatiques aussi, la chaleur. Exactement. Ouais. Mais j'avais reçu une médecin spécialiste ophtalmologiste, Oui. comme j'avais reçu aussi une spécialiste du sommeil, Oui, la et médecine toutes du les sommeil, deux oui. étaient d'accord pour me dire il ne faut surtout pas prendre la route la nuit. Les gens Justement. sont inconscients, ils pensent qu'ils vont arriver plus tôt, mais la nuit, il y a beaucoup plus de risques d'avoir des accidents de la route Voilà. par rapport à la vue qui n'est pas la même. On conduit On n'a pas pas de la la même même manière. perception de la route. On n'a pas la même perception de Et la route. La fatigue, c'est l'équivalent de l'alcool dans le sang. C'est-à-dire Exactement. lorsqu'on est en somnolence, c'est l'équivalent d'un état alcoolique. Voilà. C'est la raison pour laquelle, on avait déjà organisé des actions avec des médecins du sommeil, pour oui. justement sensibiliser, notamment les chauffeurs professionnels, Oui, les poids lourds. le transport de voyageurs, Ouais. etc. Voyageurs sur et les autres risques- aussi de marchandises qui prennent beaucoup la sur route. les risques de somnolence. Voilà, les risques de somnolence, vous allez certainement continuer à en parler, parce que vous avez cité tout à l'heure la vitesse, Oui. mais la somnolence aussi est bien classée, Oui. c'est-à-dire au niveau des causes des principales statistiques, des oui. accidents de la route. Donc si on a un conseil à vous donner, évitez de prendre la route, même si vous pensez que c'est plus pratique, mais je vous assure que c'est plus fatigant pour les yeux et pour le cerveau. Donc il vaut mieux se lever un peu plus tôt, Voilà. dormir tôt, Oui. se lever tôt et prendre la route en plein jour. Même si on doit arriver 12 heures après, mais en bonne santé, n'est-ce pas? Inch'Allah. C'est bon? Vous n'avez rien à rajouter? Merci. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Nekl Hossein. Je rappelle que vous êtes directeur de la délégation nationale de la sécurité routière, que vous êtes venu nous parler de cette campagne finalement de sécurité routière qui a commencé aujourd'hui, qui va durer pendant tout l'été. On pourra peut-être vous croiser un jour sur les routes, n'est-ce Oui. pas? Avec les membres de la délégation, Bien sûr. n'est-ce pas? On va soyez sillonner prudents. quelques wilayas, oui. Pardon? On va sillonner quelques wilayas. Ah, donc pendant oui. l'été, vous allez Oui. quand même On va se aller, déplacer, oui. par exemple, les wilayas? Non, surtout les wilayas Côtières. côtières. Voilà. C'est-à-dire de voir un petit peu L'Est, l'Ouest. les activités développées au niveau des différentes délégations. Très bien. Et s'il y a quelque chose, vous revenez quand vous voulez. Vous êtes Merci. bienvenus. Merci, et nous, je on vous sera là remercie. pour suivre, bien sûr, tout le travail de la délégation. Merci beaucoup C'est et moi. bonne continuation dans votre fonction. Merci. Merci. Voilà, vous restez avec nous. Dans quelques instants, on reçoit donc Hicham Daou. Vous le savez, le 5 juillet, c'est vendredi. Il y aura beaucoup de festivités pour marquer ce 62e anniversaire de l'indépendance. Ce sera aussi la fête de la jeunesse et notamment au niveau de la Casbah. La Casbah, il y aura beaucoup de festivités. Vous savez que la Casbah, c'est très symbolique, c'est très fort quand on parle du 5 juillet, quand on parle de l'histoire de l'Algérie. Et la Casbah, c'est aussi Al-Hajj Mohamed Al-Anqa, Allah yarhamou, qui avait justement chanté pour la première fois à la Casbah. Alhamdoulilah, il avait même chanté bien avant le 5 juillet, je crois que c'était le 3 ou le 4 juillet. Et ça va être refait, tout ça va être reconstitué, ça va se passer au niveau de la Casbah d'Alger. Et donc nous, on écoute déjà Cheikh le cardinal Mohamed Al-Anqa, Allah yarhamou.
Voilà, alhamdoulilah, après Istamar fi Bladna, on a toujours un grand plaisir à écouter cette chanson, c'est incroyable, surtout avec la voix de le cardinal, le Hajj Mohamed Al-Anqa, Allah yarhamou. Et justement, des festivités, il en sera question pour célébrer le 62e anniversaire de l'indépendance, ce sera aussi la fête de la jeunesse, et ces festivités, bien sûr, il y en aura partout, hein, dans les 58 wilayas. Et nous, on va axer aujourd'hui sur ce qui va se passer au niveau d'Alger, au niveau de la Casbah également, avec Madame Nassera Douagui. Je le rappelle, elle est donc présidente de l'association Shabab Mawahib wa Afar. Bonjour Madame Douagui. Bonjour. Comment Merci. ça va? Ça va, alhamdoulilah, très Depuis bien. l'année dernière, on vous avait reçu pour la journée de la Casbah. Absolument, oui. Ça va? Ça va très bien. Oui. Alhamdoulilah. Et à côté de vous, un amoureux de la Casbah aussi, hein, Hicham Daou. Bonjour Olivia, madame. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui tu ne parles pas de la Casbah. Normalement, tu devrais Je parler vais de la parler d'une cité, enfin jumelle. Ah, jumelle de la Casbah. Oui. Très bien. Voilà. Alors, je vais commencer avec vous, Madame Douagui. Bon, c'est vrai qu'il y aura pas mal, beaucoup, je dis pas mal, il y aura beaucoup de festivités pour marquer le 5 juillet, partout dans le pays. À Alger aussi, vous serez présente au niveau de votre association. Il y aura aussi l'association Mzranna, c'est ça? Mzranna, elle organise au niveau de la Casbah, oui, justement, c'est le Chabi qui rend Hommage à Hajj la fête, Al-Anqa. oui, la fête. Tout à fait, la fête de l'indépendance. Mais vous, qu'est-ce que vous avez commencé déjà une exposition? Oui, du 29, elle ira jusqu'au 7 juillet au niveau de l'esplanade de la Grande Poste, au sous-sol. Donc, tout l'artisanat et des cadettes. D'accord. Donc, il y a toute la représentation un peu partout du territoire national. Donc, nous avons des artisans qui sont là-bas. On a fait des cadettes. Et nous participerons, bien sûr, évidemment, comme toujours, pour la soirée du 4 juillet. Parce que Alger Centre organise toujours le 4 juillet. Oui. Donc, il y aura une soirée sur l'esplanade. Et bien sûr, avec notre haïk, qui aura toujours présent. D'accord. C'est bizarre, c'est bizarre, vous venez de parler du haïk, mais quand je cherchais, parce que j'ai cherché sur Internet un petit peu quelques informations, je me suis dit, bon, je vais voir s'il y a du nouveau. Mais il y a plein d'articles sur vous et ils utilisent tous le même mot. Non, la même phrase, oui, si je peux dire ça. La reine du haïk. La reine du haïk, Madame Douagui, la reine du haïk, la reine du haïk. Pourquoi la reine du haïk? Non, parce que je suis une des premières avec un petit groupe qui avons commencé. Donc, et puis moi j'ai continué, les autres se sont dispersés et moi j'ai créé justement un groupe qui s'appelle Hmamet Zahir. Hmamet Zahir, exactement. Et Hmamet Zahir a une histoire. Oui. Ce nom-là, il ne vient pas par hasard. C'est-à-dire que au niveau de l'amirauté, où elle est à l'intérieur, il y avait le bonhomme qui nettoyait. Et il nettoyait parce qu'il y avait les mouettes. Et il disait toujours ne salissez pas Hmamet Zahir Mhabtin. C'est lié au haïk. Donc j'ai donné ce nom-là, il a une histoire, c'est pas un hasard. C'est pas par hasard que vous avez dit Hmamet. D'accord. Hmamet, mais lui, quand il parlait de Hmamet Zahir Mhabtin, c'est le porte du haïk blanc. Elle a les femmes le haïk blanc. D'accord. Voilà. Et donc, vous en avez beaucoup des haïks ou? Oui, j'en ai beaucoup et j'en passe et on me déchire, mais c'est pas grave. Ouais. J'investis. C'est elle qui devait me prêter le haïk, mais elle n'était pas là, elle était occupée, etc. Mais heureusement, mais vous en avez beaucoup des haïks qui datent de plusieurs années, récents. C'est-à-dire que dans le groupe, nous avons des doyennes, entre autres Madame Goussem Saidi, qui a le haïk de son arrière-grand-mère. D'accord. C'est même pas le haïk long, parce qu'il se portait avec le sarouel dawar. Donc, et elle le garde là. Nous avons aussi moi-même, j'ai celui de ma mère. Donc, beaucoup de notre génération ont gardé les haïks de leur maman. De leur maman ou de leur grand-mère. Ou de leur grand-mère. C'est pour ça qu'on essaye justement d'en faire... la symbolique, c'est aussi... Bon, pour l'indépendance, 10 ans sa participation, oui. Il a joué un grand rôle. Dans la révolution. Oui, pour les hommes. Les hommes portaient des mujahideen, des shuhada, et même les femmes, elles passaient inaperçues quand elles portaient, parce que ils n'ont pas eu l'idée qu'elle porte le haïk, qu'elle va mettre dans son couffin, transporter les armes. Les armes, exactement. Tout ce qu'il fallait transporter pour la révolution.
révolution. Mais le 5 juillet, c'est un peu spécial. Au contraire, c'est la joie, c'est... Bah oui, c'est la fête. À la fête. C'est la fête. En plus, c'est le 62e anniversaire. 1962, 62e anniversaire. Donc, c'est incroyable. Cette année, ça a un goût très, très, très particulier. Tout à fait. Alors, vous serez présente, donc, vous m'avez dit le 4 juillet. Oui, le 4 juillet. Alors, je serai au niveau de la Casbah avec l'association Mizrana. On a vu l'affiche, on peut la revoir s'il vous plaît, de l'Anqa, Hajj l'Anqa, de l'association Mizrana. Voilà, donc le Chabi chante l'indépendance, l'association Beni Mizrana. Beni Mizrana. Il y a toute une symbolique par rapport à la présence de l'Hajj al-Anqa, si vous permettez, madame. Oui, il a chanté avant le 5 juillet. C'était le lieu, c'est la première fois où il a chanté la fameuse... Et c'était pas le 5 juillet, c'était avant. Il avait chanté le 4 juillet. Oui. Voilà. Lilia Teksaha. Voilà. Non, parce que j'ai pas cette information. Oui, c'est son fils qui l'a donné. D'accord. Que vous connaissez très bien. Oui, le Hadi. Et Faisal Bengana, qui est le président, je pense, de l'association Mizrana, lui, il m'a dit on veut rendre hommage à Al-Hajj al-Anqa et au lieu qui est le quartier deuxième. C'est entre la basse et la haute Casbah. Ouais. C'est le lieu où il l'a chanté. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de refaire la reconstitution de ce qui s'est passé en 1962. D'où l'appellation de l'événement, le Chabi chante l'indépendance. Chante l'indépendance. Je pense que ça va être magnifique. Et vous serez présente, Oui, j'imagine. bien sûr. Et on aura même un petit jeune qui va être là pour Ayman qui joue au clavier. Il y aura le Hayek. Oui, évidemment. Bien sûr. Et le défilé, vous serez présente au défilé? Il y aura un défilé le 5 juillet. Le 4 juillet. Ah, c'est le 4 juillet. Le soir, bon, le programme... Il est justement, il y a des surprises, donc on laisse... Mais le 4 juillet, oui, la soirée à la Piste d'Alger, c'était l'organisation au niveau de l'esplanade de la Grande Poste. D'accord. Et vous serez présent à partir de quelle heure? Vous avez l'horaire? 21h, ça commence jusqu'à minuit. Oh, magnifique. Donc on ira. Hein. Inch'Allah. On ira à cette belle soirée. Moi, j'ai une autre soirée. Laquelle? Un groupe qui arrive de Béchar. Ah, d'accord. Mais je vais assister à l'événement de Mizrana. D'accord. Quartier deuxième, de 16h jusqu'à 20h. D'accord. Avec des images, bien sûr. Bien sûr. Oui. Très bien. Non, mais je voulais vous poser une question, Madame Douagui, par rapport au Hayek. Le Hayek, il est blanc ou il est beige? Donc, il y a plusieurs, parce que c'est le fil avec le tissage. Maintenant, les qualités, Non, mais la couleur, la vraie couleur du Hayek. S'il est en soie, il ne peut pas être blanc. Oui. Donc, c'est plutôt la matière mélangée. Dans le fil, le nylon, il est blanc. On peut le faire en jaune et on peut le faire en blanc. Mais le marma, non, c'est de la soie, c'est du fil de soie. Donc, il va toujours vers le plutôt jaune, très clair. Très clair, très beige, voilà, c'est ce que je disais, du beige. Après, il y a les vrais Tlemcen, c'est différent. Il y a plusieurs sortes de Hayek. D'accord, donc c'est entre le blanc et le beige. Oui. C'est soit blanc, soit beige. Soit blanc. Le vrai Hayek. Dans le sud, parce que le Hayek, il est là, enfin, partout dans toutes les régions. Par exemple, le Sahara, ils mettent le Hayek, la matière terre, c'est comme du drap. Il y a des petites fleurs. D'accord. C'est différent. Oui, c'est vrai. Sahara, mais pour Gardaya, non, ils mettent le Hayek Bouawina, c'est ça. Bouawina. Il y a à l'ouest aussi. C'est ça, Bouawina. D'accord. C'est toute une symbolique. Mais est-ce que vous avez déjà fait des expositions ou des rencontres pour parler du Hayek, pour l'exposer? Oui, j'ai fait des ateliers. J'ai même appris à des jeunes filles comment le porter. Ça, il faut que j'apprenne. Bon, ça va, j'ai appris. Non, c'était... العواوش. Non, العواوش والأخرى. اللي حلت الباب هي اللي علمتني فريمون كيفاش نلبسوه. كنزة on la salue. Voilà, Madame Kenza. Il y a plusieurs manières de le porter. Donc, pour faciliter à la femme, par exemple, Alger Centre, il le porte différemment. Et la symbolique aussi, justement, qu'Hadrat Ali Bouawina, je l'ai appris pur hasard. J'étais à Ouargla, une dame qui portait le Hadjar. Donc je lui ai posé, je lui ai dit, est-ce que vous êtes mariée? Elle m'a dit, pourquoi ça ne se voit pas? J'ai pas... Là, chez nous, celle qui porte l'Adjar, elle est mariée. Bouawina, la symbolique, celle qui est divorcée, déro à gauche, celle qui est veuve, elle le porte à droite. Donc, ça part, c'est un langage. Chaque chose est importante, chaque détail. Et la jeune fille ne met pas.
Ah, ne le mets pas. Et ça, c'est déjà dans la rue, les gens savent Ouais. à qui ils ont affaire. Voilà, c'est comme qui te le blousa, تحزمي ولا ما Voilà, تحزميش, voilà, voilà, tout ce à genre fait. de qui reste propre à l'Algérie. C'est bien, ça fait partie du vrai, il y a patrimoine des, aussi, hein. voilà, des particularités bien à nous et c'est un langage, comme vous l'avez dit. Ouais. Très bien. Et il y a aussi, Lilia, pardon, le côté historique. C'est-à-dire, Oui. est-ce qu'on a une date bien Précisément. par rapport Au XIVe siècle, mais pas. Ouais. Quand est-ce qu'est né le haïk, c'est Oui. ça? Ouais. Qui a porté le haïk en premier ou là qui l'a cousu en premier? C'est-à-dire, je suis remontée jusqu'à. Parce que avant, paraît-il qu'avant, donc, comme la dureté de la vie, tout le monde portait. C'est la robe chaoui, avec même toutes les régions kabyles et tout. Et avec le melhafa. Oui. Et donc, ça revient à ce mot. Justement, parce que dans mes petites recherches, je suis en plein dedans, je trouve des similitudes. C'est une évolution de le barnos. Voilà, tout à fait. Parce que le barnos, c'est. Au masculin. Le barnos masculin, il est blanc et c'est. Et ça revient toujours. Voilà, Voilà, voilà. c'est lié. Et c'est algérien. D'accord, donc Voilà. Bornos, haïk, c'est des cousins. Je pense, mais C'est-à-dire ça que- reste quand même une précision historique. Donc c'est. C'est l'évolution. C'est et l'évolution. Ça, il faut Comme- faire. Faut rappeler, vous n'avez pas trouvé des chercheurs Comme, qui ont fait des recherches sur je ça? je suis remontée un peu loin, mais ça reste toujours pas très précis. C'est des informations qu'on nous donne, mais pas. Mais des fois, c'est bien aussi de laisser comme ça la chose mystérieuse. Bon, l'évolution, La on le mystère. connaît. L'évolution, c'est-à-dire pourquoi Alger comme ça, Hadik, c'est connu. Pourquoi après c'est devenu Hadik, avant Mdawar. c'était court, après voilà. Hadik c'est connu, les régions, puis c'était une certaine catégorie de gens qui pouvaient se permettre, donc Ah, le haïk, bien sûr, non, la matière. la matière. Après, باش لبساتو et tout, c'est tout un. Ça a évolué au fil du temps. Par exemple, Gherdaya, pourquoi يديروها à base justement معناتها كيما البرنوس mais Voilà, رقيق. voilà. Il y a des logiques historiques. Voilà. Par exemple, quand on fait une comparaison au nombre 5 qu'on utilise dans les portes des cités médiévales. Oui. Les portes de la Casbah, 5 portes. C'est ça. Et quand on cherche dans les cités médiévales, on trouve toujours le nombre 5. J'ai été même dans la Khenga de Khenga Sidi Naji à Biskra, un endroit éloigné. C'était un relais des oulémas quand ils partaient dans l'université de Zaytouna. Donc c'était leur point de relais. Il y a 5 marchés, 5 grands axes de rue, Et toujours 5 portes. Donc le nombre 5, c'est en référence aux 5 piliers de l'islam. C'est ça. D'accord, ouais, voilà. C'est Donc toujours il y a lié des à ça. logiques historiques. Voilà, par Alors, rapport à ça. on va retenir donc votre rendez-vous le 4 juillet, déjà, au soir, à 21h. Soir et à la Casbah. Et à la à Casbah. partir de 16 Ah, le même jour. Ah oui, Oui, bah le oui, même le 4 jour. juillet. Donc, on Donc fera- ça commence à la Casbah avec le Chabi chante l'indépendance, l'association Bni Mzrna qui organise, mais Madame Douagui sera présente. On participe. À 16h, on va dire, vers À 16h. partir de À partir 16h. de 16h, vous pouvez y aller. L'endroit exact, comment ça s'appelle Alors, déjà? Le quartier deuxième. C'est Quartier 2e. Ah C'est bah. là où il y a la grande Voilà, fresque de l'Hadj, Allah yarhamou. C'est exactement ça. Ah, clair. Pas loin de Dal Mahrousa, c'est chez le Hajj Zoub, Allah yarhamou. Oui, exactement. Très C'est bien, les mêmes donc chemins. allez-y, déjà le jeudi, donc c'est bientôt, le 4 juillet, la veille, à partir de 16h, et puis continuez votre soirée. Et l'exposition, ça vaut le coup de voir tout et d'encourager les artisans. Donc on va reprendre, Madame Douagui, donc il y a déjà l'événement qu'on a vu, hommage à l'Anqa avec le Chabi, Allah yarhamou, à 16h, donc Win Qotli, deuxième. Deuxième. Bon, je vais Encore donner un Sidi peu en Abdelrahman. situation encore mieux. C'est à 100 mètres du mausolée de Sidi Sidi Abdelrahman. Abdelrahman, voilà. Tout simplement, à 100 mètres du mausolée de Sidi Abdelrahman, allez-y, à 16h, le 4 juillet, jeudi. Hadi Loula. L'exposition, elle dure en ce moment Jusqu'au 7 juillet. au niveau de Jusqu'à Esplanade. 22h. Non, sous-sol. sous-sol de la Grande Poste. De la Grande C'est ça, Poste. تحت هذيك تحتها sous-sol. Ça a été aménagé, donc il y a plein d'exposants de toutes les régions d'Algérie. Et vous serez Donc, présente Oui, il y a une équipe qui est là tous les jours jusqu'au 7 juillet. jusqu'au 7 juillet et c'est toute la journée jusqu'à 22h. D'accord. C'est Expo ouvert. vente aussi, on peut acheter
Bien sûr, Ah, c'est d'accord. expo-vente. Très bien. Et on revient donc au... Et la soirée du Et la 4. soirée du 4 juillet. Donc, à fait. تبداوها pour l'hommage Chabi, Hamd Lanqa. on Et ensuite, finit vous par, finissez le La soir. fête du 5, La fête du 5 juillet à 21h. À partir de 21h Au niveau de jusqu'à minuit. l'esplanade de la Grande Poste. C'est ça? Oui, il y aura Voilà. des animations. On a tout dit. Vous Merci. restez avec nous. On va retrouver tout de suite la rubrique El Marsam. Normalement, on parle de Fouqsba اليوم. On reste dans la Casbah d'Alger, Mais une autre Casbah. notre Casbah. Ouais, elle est Donc, belle, celle-là Elle est aussi. belle, celle-là aussi. Donc on parle de la ville de Dellis. Ah oui. Voilà. Vous C'est la connaissez? première Qsba, en vérité. On dit que c'est la première Casbah. Donc, Oui, je connais. Elle est bien il y informée, a- Madame il y a Gouagui. une concurrence entre les Delsi et les Qsbadji. Ah bon? Ah oui, c'est- Je connais Adou la plus belle Casbah. Mais bon, après la Casbah. Non, c'est pas- Quoi? la concurrence la c'est plus par rapport ancienne. À la quelle est la date. plus ancienne. Voilà. D'accord. Et on a la date de la plus ancienne ou pas? Alors, bon, les cités médiévales, donc on est sur aussi une évolution historique. Donc, Bolorin, il est venu avant son fils Hamad, C'est ça. qui est le fondateur de la Qal'a Ibn Hamad, et par la suite son fils Nassar, qui est le fondateur de Bijaya, Voilà. le Nassiriya. Ouais. Et dans cette époque où le Mu'izz Dawla, le fils de Soumadih, a fondé la ville de Delis suite à l'aide de Nassar, fils de Hamad, fils de Bolorin. D'accord. Donc, je pense que la Casbah, elle est plus ancienne. Plus ancien. Laquelle? La Casbah d'Alger. D'Alger. Voilà. Bon, la Casbah, je préfère d'utiliser le mot la Médina d'El Jazair. Voilà, la Casbah, c'est un nom qui a Ouais, été mais nous, on la utilisé. connaît comme la oui, Casbah. c'est le premier noyau urbain de, Non, je veux de la dire, dans ville. le monde, elle est connue comme étant la Casbah d'Alger. Oui, le mot Casbah, on l'utilise dans les forteresses. C'est-à-dire même dans la Lambra en Espagne, on peut trouver le mot Casbah Casbah. à l'intérieur. Oui, l'architecture. D'accord. Par rapport à C'est la- la même, c'est une architecture, je dis une architecture algérienne. Très Parce bien. qu'il y a des similitudes par rapport à la Casbah d'Alger et celle de l'Alhambra. D'accord. Et Delis, c'est aussi une suite, on l'appelle la petite Andalousie. Pourquoi? Contrairement aux maisons de la Casbah, Delis, on trouve des riads oui. dans la Casbah de Delis. Mais c'est une cité qui remonte bien, bien longtemps dans la haute antiquité, voire dans le paléolithique. On a trouvé des traces, par exemple des bifaces, qui attestent de la présence humaine dans cette cité. Dans la période néolithique, par la suite, c'est devenu une ville principale à l'époque de Bokut II et devenu Rusukuru 46-42. Durant l'époque romaine, donc c'est un municipe romain. Par la suite, Rusukuri est devenu une colonie. Colonie, c'est-à-dire les anciens vétérans romains qui sont revenus pour y habiter. Et l'époque médiévale, Delis a pris le nom de Tadlis, avant le nom de Delis. Là, c'est là où, après le retour des Mauresques de l'Andalousie, d'où son prestige d'une ville ou de l'Andalousie de l'Algérie, de la petite Andalousie. Tadlis, c'était Mais quand on Tadlis. dit Ain Tadlis, ça n'a rien à voir ou ça Tadlis, je pense que c'est un mot amazir. J'ignore Parce que moi, je la. connais Djilali Ain Tadlis. Ain Tadlis. Voilà. Mais je ne sais pas s'il est de Delis ou des pas. mots berbères. C'est des mots qu'on peut trouver comme D'accord. le mot de Tala. Tala qui veut dire l'ain ou Tala. ماشي Tala. تلا. Tala. Tala. Tala, c'est la fontaine. L'eau. Ou l'eau. Voilà. La Donc, fontaine. Voilà. Donc on le trouve un peu partout. Tadlis, pareil. Donc l'appartenance de Djilali Ain Tadlis, forcément il y a une similitude. D'accord. Donc, et une garnison à l'époque coloniale et Le port, oui. Voilà, le port. Et on raconte que l'Araïs, les mariés, on les ramenait sur les chalutiers. D'accord. Donc de Delis jusqu'à Alger, ou d'Alger jusqu'à avait pas de Cherchel, route. il n'y avait pas de route, et de Cherchel jusqu'à Ténis. Ah, c'est bien ça. Donc c'est pour ça qu'on a des photos anciennes qui montrent des femmes avec le haïk dans la Casbah d'Alger qui venaient de Delis. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? On va voir un prototype d'une petite maison ou d'un petit riad de la ville de Delis. Malheureusement, toutes les maisons ils ont été détruites parce que c'est une zone sismique par excellence. Ah oui, en plus, Et- elle est vraiment, je crois, Delis, bord de la elle est mer. plus au bord de la mer que Au bord de la mer, Casbah. située voilà. dans une zone sismique. En plus de ça, Très humide. il y a eu l'impact de la destruction
humaine parce que l'époque coloniale, la France a coupé la ville en deux, comme ce fut le cas dans la Casbah de l'ex-Rurondon, pour couper la haute et la basse Casbah. C'est la même chose à Delis. Pour Delis, d'accord. Voilà. Alors on va voir tout ça en images. Vous m'avez dit un prototype, c'est ça, quoi? D'une maison, d'un riad. 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 On appelle ça riad. Riad, mais les gens de Delis appellent ça lajna. La noblesse. C'est en référence à la beauté de la femme. Waouh, il est très inspiré aujourd'hui, Hicham Daou. Les experts, Elle t'a inspiré, hein, Madame Douagui. Allez, on y va tout de suite. Delis jouissait d'un important rayonnement culturel et économique, comme la majorité des cités fondées à l'époque de la dynastie hamadide. مرحبا بكم في قصبة دلس. هنايا نشوفوا منازل القصبة، نموذج اللي نلقاو كل العناصر اللي نلقاوها فيه نشوفوها في المنازل الأخرى تاع القصبة، ونتفضلوا معنا نشوفوا المنزل. À sa première fondation, l'aménagement urbain dans la ville de Delis se faisait dans la partie basse de la forteresse. هذا العنصر الأول اللي نلقاوه في الدخلة تاع المنزل يتسمى السقيفة. من السقيفة ندخلوا وسط الدار. هذا المكان اللي يسموه وسط الدار ولا حوش تاع الدار، ونلقاو البئر دائما في وسط الحوش في وسط الدار. نلقاو ايضا الغرف سايره دايره على المنزل، وباش تعرفوا باللي المنزل تاع قصبة دلس ما يسكنش فيه عائله واحده، يسكنوا فيه من 2 إلى 4 عائلات مختلفه، عندهم سقيفه مشتركه وسط الدار، البئر، المطبخ. نوجدوا ايضا العنصر الاساسي في منزل قصبة دلس اللي هو الرياض. هذا الرياض هو عنصر اندلسي، هو الجنان ولا الجاردان. نلقاو في وسط الدار من بتيت بورت، باب صغيره، كي نفتحوها نخرجوا الجنان. هذا الجنان يغرسوا فيه السكان تاع المنزل، وتلاقى فيه النساء تاع المنزل يتلاقوا في الطريق. Ayant subi des influences de diverses civilisations de la Méditerranée, notamment andalouse, la Casbah de Delis demeure une parfaite représentation de la culture locale. Aujourd'hui, l'assaut du temps a fait son effet sur le tissu urbain de la cité. كما نشوفوا منزل قصبة دلس اللي هو نموذج فيه تغييرات كثيرة، أن منذ 10 قرون عائلات اللي سكنت هذا المنزل أجرت فيه تغييرات، لكن المواد المحلية الأولية اللي تبنت فيه في بادئ الأمر نلقاو الحجارة ونلقاو القرميد ونلقاو الخشب، واللي هي مواد محلية تم جلبها من منطقة دلس. Les matériaux de construction qu'on trouve dans le bâti de la Casbah de Delis sont souvent de provenance locale, comme la terre, la pierre, le bois pour les planchers et pour les charpentes, qui sont fabriqués localement de façon traditionnelle. Parmi les matériaux fabriqués aussi localement, on trouve la brique pleine de terre cuite, la tuile canal et la menuiserie. النساء تاع هذا المنزل باش تخرج عن جارتها المنزل اللي قدامها ما تخرجش على الطريق تاع برا وتروح ليها، تخرج للرياض، والجاره تاعها تخرج للرياض تاعها اللي مليه. نلقاو ما بين الرياض والرياض تاع المنزل الاخر زرب كما نقولوا حنا تاع قصب، تدخل في هذا الزرب تلاقى مع جارتها وتعاود تدخل للرياض تاعها وتدخل لدارها ولا ما تدخلش لدارها. Plusieurs vagues d'immigrants andalous ont suivi le départ de Mu'izz ad-Dawla ibn Soumadir vers sa nouvelle cité, offerte par le prince de Béjaïa al-Mansour, fils de Nasir, fils de Hamad. Delis devient un carrefour rassemblant les populations locales, en plus des nouveaux arrivants de l'Andalousie. Ces derniers apportent avec eux un savoir-faire urbanistique, architectural, artisanal et gastronomique. Les maisons de la Casbah de Delis sont généralement construites dans des espaces bien déterminés. Les parcelles vertes font partie intégrante de l'architecture arabo-andalouse. Ces jardins sont appelés les riads. Ce sont des éléments qui nous rappellent les résidences de l'Andalousie, et ce, par les nombreuses plantes ramenées de la péninsule ibérique. هذه الشجرة هذه اسمها شجرة الجلانار. الزرعة ديالها تشبه الرمان، ولكن هي ماشي رمان. جابها الأندلس لهنا، كي جاو لهنا الأندلسيين جابوا معهم الشتلة هذه. النساء كانوا يحتاجوها يبسوها
ويطحنوها ويخدموا بها كما نسموه البودوري كي تحكيها تشوفي تولي حمراء ها هاي كيفاش الشجره هذه في الشعر يقولوا واش هذاك على خدك كانه ورد بالسم او جل نار جعلتيه في خدك يورا. Voilà. Waouh, magnifique, hein. Franchement, bravo Hicham, et c'est juste, hein, ça vous a plu hein Oui, oui. Madame Douagui? Oui, moi j'aime bien, surtout la Casbah, même la Casbah, ils ont beaucoup de plantes et c'est ça qui frappe. Ça, c'est la différence aussi avec la Casbah d'Alger. Hein. Là, à Délice, on retrouve beaucoup de shjar, les maisons tehom. Oui, oui. Hein? Comme l'extérieur, ils mettent On des parle de la Casbah, Soraya me dit même à Alger, mais à la Casbah, au niveau des maisons de la Casbah, à l'intérieur, à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Lilia, donc si on parle de la Casbah d'Alger, il faut parler de son contexte historique. Oui. La Casbah de Boulourine, c'était une Casbah florissante. Il y avait des jardins, il y avait c'était le vrai paradis. On parle de la Casbah actuelle. La Casbah actuelle, après l'arrivée des Ottomans, il y avait une modification. C'est-à-dire on a anéanti le tissu urbain ziride pour céder la place à des maisons ottomanes. D'accord. Mais reste toujours une inspiration algérienne. C'est-à-dire le patio et le mode de construction diffèrent de celui de la Turquie. Donc c'est une Casbah algérienne, ce n'est pas une architecture importée. Mais par contre, le premier noyau reste un noyau ziride, un noyau algérien. Donc il y avait des palais, des petites maisons avoisinantes, et il y avait beaucoup d'espaces verts et beaucoup de plantations. D'accord, voilà. Donc on est en train de voir encore les images qui sont juste belles. C'est dommage hein, qu'il n'y ait pas de... Je sais pas, il n'y a pas de rénovation, il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas le matériel qu'il faut, je ne sais pas comment ça se passe. La rénovation coûte cher. Coûte cher. Hein. Coûte très très cher. Et bon, quand la plupart des Casbahs, enfin à travers le pays, c'est des Casbahs qui ont subi beaucoup de changements et les aléas du temps, l'assaut du temps. Mais il y a un regain d'intérêt. Les gens essaient de mettre en valeur tout ce qui reste, c'est-à-dire d'authentique. Et la couleur bleu et blanc, c'est par rapport à la mer? Oui, oui, c'est la couleur. Par contre, la couleur qui est là souvent, c'est l'achot, parce que on utilise toujours l'achot pour faire face à l'humidité, en même temps pour ne pas faire la distinction de l'extérieur entre le riche et le pauvre. D'accord. Voilà. Parce qu'à la Casbah d'Alger, on retrouve beaucoup plus le vert que le bleu. Le vert est destiné dans les lieux de culte, dans les mausolées. Par contre, la couleur blanche, on la trouve. Non, mais on ne trouve pas de bleu, par exemple. Non, à la Casbah d'Alger. Le bleu, c'est. Si l'intérieur des maisons, si. Ah, si? Oui. L'intérieur, mais pas l'extérieur. C'est-à-dire, on n'est pas frappé par le bleu comme à la Casbah de Délice. Là, on voit vraiment le bleu. C'est comme quand vous partez en Tunisie, à Sidi Bou Saïd, il y a le bleu et le blanc. Par contre, c'est des couleurs importées, d'importation. Par contre, le blanc, c'est la couleur maître dans toutes les villes de l'Alger. Et actuellement, les cités. Alger la Blanche. Voilà, d'où son nom, Alger la Blanche. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, hein. Ce fut tellement intéressant et riche et passionnant avec vous deux. Merci beaucoup, Madame Nassera Douagui, d'être venue. On rappelle une dernière fois donc votre rendez-vous en ce moment. Vous exposez avec votre association Shabab Mawahib Bouafaq. Esplanade, sous-sol de l'esplanade de la Grande Poste. C'est la PC d'Alger qui organise, Alger Centre bien sûr. Et nous aurons le 4 au niveau l'hommage de Beni Mzrenna. À 100 mètres de Sidi Abdelrahman. Voilà. Et le soir, il y aura une soirée. À 21h, toujours à l'esplanade, au niveau de la Grande Poste. Donc allez-y, célébrez et fêtez comme il se doit cette date du 5 juillet, 62e anniversaire de l'indépendance et la fête de la jeunesse aussi. Le 4, le 5, le 6, le 7 aussi au niveau de l'expo. L'Algérie en fête. L'Algérie en fête, exactement. Merci Hicham. Merci Lilia. À très bientôt. À très bientôt, Inch'Allah. On se retrouvera très bientôt. Dans pas longtemps, Inch'Allah. Dans pas longtemps, voilà. Peut-être la nuit, peut-être. Dans une autre aventure. Voilà, merci beaucoup, en tout cas, Hicham. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Hadjar Bessaït est au script, Anna, Soraya Hamoudi à la réalisation. C'était un plaisir de vous accompagner. On se retrouve
très vite sur Canal Algérie, Inch'Allah. Merci beaucoup et restez fidèles au programme. N'oubliez pas surtout nos frères et nos sœurs palestiniennes, toujours avec eux, toujours à les soutenir. Tahia Palestine, Tahia El Jazair aussi, hein, puisque voilà, on est aux portes de la célébration de la fête du 5 juillet. Alors il y aura pas mal de festivités, il y aura pas mal de programmes aussi que vous pourrez suivre sur les chaînes de télévision algériennes, notamment une émission qui a été enregistrée de la chaîne nationale que vous pourrez suivre pour célébrer le 5 juillet. Alors j'ai vu un petit peu le décor, il est magnifique, c'est au niveau de l'esplanade de Riyad El Fath avec comme arrière-plan Maqam Shahid, bien sûr des chants patriotiques, cette nouvelle génération, l'ancienne génération. Vous pourrez suivre tout ça sur les différentes chaînes de la télévision algérienne. Voilà, je pense que tout est dit encore une fois. Bonne fête à tous les Algériens et les Algériennes le 5 juillet et à très très bientôt. Gloire à nos martyrs, bien sûr. Allah yarham shuhada. Et puis les rados, mujahidin, نقولوا لهم ربي يطول في عمرهم والمجاهدات bien évidemment. Merci beaucoup. À très très bientôt. Thank you.